toutes les histoires de femmes que vous rencontrez dans votre vie sont là pour vous apprendre quelque chose, y compris les histoires des célébrités. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire de Marilyn Monroe et de faire une analyse de son énergie féminine. Donc avant de faire mon analyse, j'ai besoin de vous raconter son histoire un peu plus dans les détails pour que vous puissiez comprendre un peu c'était qui cette femme. Parce que derrière le masque de Hollywood, cette jeune femme, et c'était une petite fille blessée qui a vécu beaucoup de rejet et beaucoup d'abandon. Marilyn Monroe naît le 1er juin 1926, oui, elle était Gémeaux, sous le nom de Norma Jean. Elle naît dans une famille dysfonctionnelle. Son père l'abandonne avant qu'elle soit née et sa mère souffre de troubles mentaux graves, notamment de schizophrénie. Ce qui conduit la petite Norma Jean à passer une grande partie de son enfance dans des maisons d'accueil, des foyers d'accueil. D'ailleurs, elle raconte un épisode assez marquant de quand elle était chez l'une de ses familles. Elle a appelé une de ces dames qui était censée être là pour la protéger, pour lui donner peut-être un peu d'amour aussi maternel. Elle l'avait appelée maman. Et elle s'était énervée contre elle. Elle lui avait dit « Mais moi, je ne suis pas ta mère, arrête de m'appeler maman. » Cette jeune fille, elle était vraiment très perdue. Elle a changé vraiment beaucoup de familles. Et en plus de ça, elle a subi des abus, notamment chez plusieurs familles où elle a été placée, elle a subi des abus. Elle parle aussi d'un cousin qui a abusé d'elle quand elle était très petite. Donc en fait, dès son plus jeune âge, elle est confrontée à l'abandon, au rejet et à la sexualisation. Elle aura rarement une figure maternelle stable. Moi, j'ai envie de dire qu'elle n'a jamais eu vraiment une figure maternelle stable. Et ce qui marquera profondément son énergie féminine et sa lignée féminine et sa façon aussi de vivre sa féminité. À l'âge de 17 ans, elle se marie. Elle se marie avec un voisin qui avait à peu près son âge et lui, il part en guerre. En même temps, Norma Jean, elle commence à travailler pour une usine de parachutes. Et c'est lors de ce travail dans cette usine où un photographe la repère, un photographe qui était venu prendre des photos des femmes qui travaillaient pour en faire un calendrier pour motiver l'armée. Et elle est repérée par ce photographe. Et c'est là en fait où sa carrière, elle commence vraiment. Dès qu'elle commence à faire des photos et à rentrer dans le monde du spectacle, son mari demande le divorce. Et on va remarquer que plus Norma Jean, elle brille, elle monte dans sa vie professionnelle et plus sa vie personnelle, elle devient sombre. Et c'est vraiment une constante que j'ai remarquée dans la vie de cette femme. Plus elle arrivait au sommet et plus sa vie personnelle, surtout sa vie avec les hommes, elle devenait compliquée. Donc son premier rôle majeur arrive en 1950. C'est en 1953 avec Niagara qu'elle devient une star mondiale. Sa carrière prend son envol, elle devient l'incarnation du glamour et du sex appeal. Les films plus célèbres de Marilyn Monroe, du coup, sont certains Lame Show, 1959, Les hommes préfèrent les blondes, La rivière sans retour, 1954. Et c'est ça en fait qui fait devenir cette femme une icône mondiale. Mais avant d'arriver à ce stade-là, on voit que Norma Jean, elle change complètement son apparence. En fait, pas complètement. Elle apporte des modifications, mais ce sont des modifications en fait qui vont la rendre très unique dans le monde du spectacle. Tout d'abord, Hollywood lui apprend à bouger, à parler, à moduler sa voix, à changer sa voix. En plus, elle se teint les cheveux en blanc alors qu'elle était rousse. Elle fait aussi une opération au nez et au menton. Elle adopte un style vestimentaire qui est complètement différent de ce qu'elle avait avant. Elle commence à se maquiller d'une façon très spécifique et à avoir cette voix d'enfant, de gamine et à rigoler souvent. Ça, ce sont les
les consignes un peu que ces producteurs qui ont tourné autour d'elle lui ont donné. Et même le choix donc de changer son prénom en Norma Jean, de Norma Jean à Marilyn Monroe, c'était aussi pensé. Donc quand on pense à Marilyn Monroe, on pense à une femme avec une petite voix d'enfant. Si vous regardez surtout les films en langue originale, vous allez vous rendre compte qui bouge comme avec beaucoup de grâce, avec beaucoup d'élégance, mais qui reste un peu très enfantine dans sa façon de faire et de parler. Et tout ça, c'est vraiment une performance de la féminité qui a été bien étudiée, ok, et qui n'était peut-être pas propre à sa personne. Peut-être que Norma Jean, elle n'était pas comme ça. Donc on voit un travail énorme sur l'apparence, sur la façon de parler, sur la façon de s'habiller, sur la façon de marcher, mais zéro travail d'introspection. Ça va arriver à un moment donné de sa vie, mais les premières années de sa carrière, on remarque vraiment un vide intérieur. Marilyn Monroe, au moment où elle devient une star internationale, elle rencontre Joe DiMaggio. Joe DiMaggio, légende du baseball. Il devient une légende du baseball, mais à l'époque, c'était vraiment l'athlète le plus connu des États-Unis. Quand c'était le Mbappé de son époque, c'était vraiment pareil, une star. C'était un homme très charmant, qui avait l'air très réservé. Et il s'est en fait révélé être un homme très possessif, jaloux et obsessionnel. DiMaggio, donc d'origine sicilienne, de deuxième génération, donc sa maman était sicilienne immigrée, donc très traditionnelle. Il voulait faire de cette femme qui était un sex symbol de son époque, une femme au foyer, mais il ne pouvait pas. Il ne supportait pas l'image sexy qu'elle renvoyait au monde. Il était jaloux, il était contrôlant et aussi violent. Et ça, en fait, beaucoup de personnes oublient de mentionner ça. Je comprends pas pourquoi à chaque fois qu'on parle de lui, on parle juste d'un homme très jaloux et qui était très possessif, mais c'était un homme violent. Et il a tapé Norma Jean à plusieurs reprises. D'ailleurs, la plus grande scène du cinéma, l'une des plus grandes scènes du cinéma, donc de cette magnifique Marilyn Monroe avec cette robe blanche avec le vent, non, qui fait danser sa robe. Même cette scène, elle a été ensuite marquée par une scène de violence. Cette scène, donc, les plus célèbres de Marilyn Monroe dans cette robe blanche, donc 7 ans de réflexion, 1955, a rendu Joe DiMaggio furieux. Il a explosé de rage dans les coulisses. Il était incapable d'accepter que sa femme soit vue ainsi par des millions de spectateurs et il l'a tapé. Il l'a tapé au point que l'équipe donc de tournage de Fox a dû intervenir pour l'éloigner du set parce qu'ils avaient vraiment peur pour elle. Donc Marilyn Monroe, elle demande le divorce, mais apparemment Joe DiMaggio reste quand même très obsédé par elle. D'ailleurs, il y a aussi un autre épisode qui est très drôle, donc où on voit ce Joe DiMaggio déjà divorcé de Marilyn Monroe, qui débarque dans un hôtel avec son ami Frank Sinatra parce qu'il pensait que Marilyn Monroe était là avec l'un de ses flirts et il se trompe de chambre et il débarque dans la chambre d'une pauvre femme qui avait rien demandé avec des appareils photo et ils prennent des photos de cette pauvre femme croyant que c'était Marilyn Monroe. Malgré tout, il reste quand même assez paradoxal. C'est lui qui organisa après les funérailles de Marilyn Monroe et il a envoyé pendant 20 ans des roses rouges sur sa tombe. Après lui, elle va épouser Arthur Miller, un dramaturge. Mais pareil, ce mariage ne dure pas. Même si Arthur Miller quand même reste un homme qui la voyait comme une femme intelligente, qui croyait en elle. Et ensuite, on arrive à ces 2 dernières histoires d'amour connues
et célèbre. Et c'est pas vraiment des petites histoires. Parce que Marilyn Monroe, à un moment donné, elle commence une liaison avec le président des États-Unis, John F. Kennedy. Et elle se limite pas à ça. Elle commence aussi une relation avec Bob Kennedy, donc le frère de John Kennedy. Les deux coureurs de jupons notoires, d'ailleurs élevés par leur père apparemment avec cette devise de il faut absolument conquérir le plus de femmes possible. Et donc Marilyn Monroe se retrouve avec cette dépendance affective, je trouve aussi, dans les mains de deux hommes qui sont très très habitués à draguer, manipuler et utiliser les femmes. Pour moi, l'histoire entre Marilyn Monroe et John Kennedy n'était pas une histoire d'amour. Par contre, je pense que celle avec Bob Kennedy, là, il y a eu du sentiment. Mais ça, c'est mon ressenti et c'est mon avis personnel, il s'engage que à moi. Donc, John Kennedy, coureur de jupons notoire, à un moment, il y a cette anecdote aussi qui est très drôle. Une année où Ernesto Guevara avait été invité aux États-Unis, et je pense que c'était cette année où il avait fait son fameux discours à l'ONU, et il est invité dans une soirée avec justement le président et d'autres personnalités. Et John Kennedy, qui était tellement habitué à avoir des attentions féminines, il s'est vexé parce que à ce moment-là, Ernesto Guevara, il avait toutes les attentions des femmes dans la pièce. Petite anecdote juste pour vous faire comprendre un peu le personnage. Ce qui est très triste de cette histoire, c'est que Marilyn Monroe s'attendait à plus de cette histoire et malheureusement, elle n'a pas pu avoir plus parce que cet homme, il n'était pas vraiment amoureux d'elle. Et donc, à partir de ce moment, elle commence l'histoire avec le frère. Et cette relation lui donnera le coup de grâce. La relation avec Bob Kennedy, elle nourrit sa détresse émotionnelle et je pense qu'a précipité sa fin tragique. La relation est complètement toxique et on voit une Marilyn Monroe, Norma Jean, qui essaye à tout prix de se nettoyer de cette image de blonde stupide. Et elle, pardonnez-moi le terme, parce que c'est un peu ce qu'on disait d'elle à ce moment-là. Et avant les rencontres avec Bob Kennedy, elle se renseignait sur des questions géopolitiques, elle se renseignait, elle étudiait des sujets en fait de conversation pour pouvoir parler avec lui et pouvoir paraître moins bête. Et moi je suis sûre qu'en fait elle était pas bête justement, et que c'est une femme très intelligente, mais elle voulait à tout prix prouver sa valeur à cet homme. Le 5 août 1962, Marilyn Monroe est retrouvée morte dans son appartement. Elle n'a que 36 ans. Officiellement, sa mort est déclarée comme un suicide probable par overdose de barbiturique. Pourtant, de nombreux éléments entourent cette affaire, laissant place à de nombreuses théories. La gouvernante a changé plusieurs fois de version sur la découverte du corps. Parmi toutes les hypothèses sur sa mort, moi, je pense que la plus probable ou celle qui parle le plus avec son histoire, c'est celle que sa mort, elle soit liée à sa relation avec les Kennedy. En pleine guerre froide, cette femme, elle fréquentait l'homme le plus puissant au monde, mais aussi son frère, et elle les fréquentait très activement. Okay? Apparemment, selon les sources, elle avait aussi des rapports avec des hommes qui faisaient plus partie du bloc soviétique. Et à un moment donné, on a commencé à s'inquiéter que cette femme puisse transmettre des informations confidentielles aux mauvaises personnes. Et que peut-être ça a été la raison pour laquelle, à un moment donné, sa présence a commencé à déranger.
Et donc maintenant que je vous ai raconté son histoire, j'aimerais vous faire un peu mon analyse sur son énergie féminine. Ok. Alors tout d'abord, la première blessure qu'on voit, c'est celle de l'abandon et du rejet. Donc il grandit son père avec une mère absente, avec des problèmes psychiatriques, et ballotté de foyer en orphelinat, et il développe un besoin intense d'amour et de validation. Ok. Ça a été en plus amplifié par les abus qu'elle a vécus. Cette femme, elle n'a jamais reçu la protection. Elle s'est jamais sentie en sécurité. Elle n'a jamais eu cette sécurité qu'une énergie féminine requiert. Et ces relations, elles sont la quête aussi de cette sécurité. Parce que les hommes comme Arthur Miller, comme Joe DiMaggio, c'était des hommes que, au premier abord, lui donnaient cette impression de sécurité, lui donnaient cette impression de enfin, je suis à l'abri. Ok. C'est deuxième blessure donc qui va s'ajouter à ces blessures de son énergie féminine, ce sont ses relations amoureuses. Non? Donc Marilyn cherchait inconsciemment des hommes capables de combler son vide affectif, mais elle attirait souvent des partenaires dominants, distants, comme les Kennedy, voire toxiques. Ensuite, la troisième blessure, c'est l'objectification et la perte de son essence féminine. Hollywood l'a façonnée. Et c'est vrai, je vous ai dit, elle a dû apprendre à parler autrement, différemment. On lui a dit qu'il fallait qu'elle rigole tout le temps, qu'elle bouge d'une certaine façon, que son style vestimentaire change, ses cheveux changent. Et donc Hollywood l'a façonnée en fantasme masculin, effaçant parfois la vraie Norma Jean derrière l'image de la blonde naïve et sexy. Elle voulait être reconnue pour son talent à un moment donné. Elle s'est battue aussi pour être reconnue pour son talent, pour son intelligence. Mais on l'a cantonnée à des rôles de femme-enfant, la privant de sa profondeur et de son authenticité. Et on sait que l'énergie féminine, elle veut cette épaisseur, elle veut creuser, elle veut aller vers l'essence, mais ça lui a été nié. Ok. Quatrième blessure, ça a été vraiment l'autodestruction et le manque d'ancrage. Figurez-vous qu'à un moment donné, elle raconte, un de ses amis raconte qu'ils étaient tous dans un café et ils commencent à faire un jeu. Dans ce jeu, ils devaient tout simplement dire « C'est quoi ton plus gros désir dans la vie ?» Et Norma Jean, elle dit que son plus grand désir dans la vie, c'est de mettre une perruque, draguer son vrai père, retrouver son vrai père, le draguer, avoir une relation avec lui et lui dire, enfin, enlever sa perruque et lui dire, ben voilà, ça fait quoi d'avoir eu un rapport avec ta fille? Oui, donc c'est ce manque d'ancrage, ce manque de concept autour de l'amour, parce que elle fait confusion entre l'amour charnel et l'amour d'un père vers une fille. L'a vraiment perdu. Elle oscillait entre puissance et fragilité. Elle était très forte en public, mais seule et vulnérable en privé. Et même donc dans sa vie privée, cette vulnérabilité, quand elle l'a montrée, on profitait d'elle, non? Parce que j'ai vraiment l'impression que les Kennedy, à un moment donné, ils ont profité d'elle. La pression, la solitude et les blessures affectives l'ont conduite à l'automédication jusqu'à sa mort tragique en 1962. Parce que oui, en effet, elle prenait des médicaments pour dormir, elle prenait des médicaments pour cette dépression. Mais son psychologue, son psychiatre, il parle d'elle comme une femme qui aimait la vie, qui avait des projets, qu'elle voulait changer de vie, qu'elle voulait en fait creuser encore la vie. Et donc c'est un peu bizarre. Ok, cette fin, elle est un peu bizarre. Donc cette énergie féminine blessée de Marilyn Monroe cherchait la validation externe à tout prix. Donc aussi le geste d'offrir ce Rolex au président
où donc il y a cette inscription Jack with love as always from Marilyn, donc Jack avec amour comme toujours de la part de Marilyn. Ce geste prouve son attachement vers le président et sa volonté d'être importante pour lui. Elle voulait lui montrer qu'elle était une femme qui comptait dans sa vie à tout prix. Elle voulait s'imposer. Et c'est un geste d'amour et d'espoir alors que la relation, elle était déjà vouée à l'échec, parce que déjà de un, le président était marié, et de deux, vu les codes en plus d'une First Lady, Marilyn Monroe, elle serait jamais rentrée en fait dans ces codes. Il n'aurait pas quitté sa femme pour une femme comme elle, pour épouser une femme comme elle, ok? Donc Kennedy aurait donné la montre à un assistant, donc il refuse de la garder, prouvant ainsi qu'il ne prenait pas leur relation au sérieux. Mais elle essayait en fait, elle a essayé d'acheter l'amour avec un cadeau très coûteux. Donc nous, en tant que femmes, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire? Tout d'abord, que se valider est essentiel. Ne pas chercher la validation externe reste fondamental. L'énergie féminine ne doit jamais dépendre de l'attention, de l'approbation d'un autre. C'est un processus d'amour et de guérison intérieure. Deuxième, on cherche un amour sincère et respectueux. Il faut jamais accepter d'être réduite à une image, à un stéréotype, mais être reconnue, aimée pour ce que l'on est vraiment. Et en plus, l'importance de l'équilibre. L'énergie féminine peut être très puissante, mais elle doit être équilibrée. Et cet équilibre, on le trouve en nous-mêmes, mais aussi dans les relations. Surtout, l'une des choses que j'aimerais vraiment que vous gardiez en tête, c'est par rapport à la relation extra-conjugale que Kennedy a eue avec elle. Ne pensez jamais pouvoir construire un foyer heureux ou une relation saine sous les larmes d'une autre femme, parce que cet homme était marié et que ses intentions, il n'était pas sincère. Et généralement les hommes mariés, quand ils s'approchent d'une femme, leurs intentions, elles ne sont pas sincères. Mon podcast, cet épisode arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous pouvez en fait dorénavant, à chaque fois que vous rencontrez une femme et qu'elle vous raconte son histoire, pouvoir comprendre que derrière cette histoire, il y a aussi des messages pour vous. Il y a des leçons aussi pour vous. Moi, je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir écouté.